Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours ici sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoires mystiques exclusives. Donc je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc voilà. Donc si tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc on va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG. Bonjour la famille DMG. Ce matin, j'ai encore une autre histoire pour apporter ma pierre à l'édifice de la sensibilisation. Et ce matin, je vais vous raconter l'histoire que ma soeur a vécue. Ma soeur, je vais la nommer Clarisse. Clarisse vit avec son mari et ses enfants à Yopougon. Yopougon, c'est un quartier d'Abidjan. Et comme ça, Clarisse a décidé un jour d'aller rendre visite à sa grande sœur qui est à Bobo. Et donc, arrivée à Bobo chez la grande sœur, on va nommer la grande sœur Antoinette. Donc, et elle est arrivée à Bobo chez sa grande sœur. Bon, nous les Ivoiriens, notre première nourriture, c'est la tchéké, hein, la tchéké. Et donc, il y a une dame qui faisait la tchéké non loin de là. Donc, elle allait acheter de la tchéké, plus du bon poisson frit. Et elle est venue. Elle a commencé à manger avec son petit garçon de 2 ans. Ils étaient en train de manger, Et pendant qu'ils mangeaient, il y a un petit garçon, c'est-à-dire le fils de la voisine. Tenez bien vous que la grande sœur Antoinette vivait dans une cour commune. Et dans cette cour, il y avait beaucoup d'hommes. Il y avait plusieurs portes. Et il y avait plusieurs communautés, plusieurs ethnies qui étaient là. Et le fils de la voisine de maman Antoinette, de la grande sœur Antoinette, s'est approché de Clarisse et son fils qui mangeait la ticket. Et comme Clarisse, elle nettoyait le poisson à cause des arrêts là, les arrêts du poisson là, donc elle n'a pas voulu que son enfant mette la main dans l'assiette. Donc elle-même, elle nettoyait le poisson, elle enlevait les arrêts, elle mettait dans la bouche de son fils. Et quand le petit garçon de la voisine s'est approché, donc elle faisait la même chose. Elle nettoyait le poisson, plus la tchéké, puis elle mettait dans la bouche du petit garçon, elle mettait dans la bouche de elle, son fils, elle aussi elle mangeait. Et tout d'un coup, pendant qu'ils étaient en train de manger, avec son fils et le petit garçon a commencé à tousser. Il a commencé à tousser. Et on va nommer ce petit garçon-là Moussa. Moussa a commencé à tousser. Bon, elle lui a donné de l'eau, il a bu, mais il continuait de tousser. Et il a commencé à s'étouffer. Et il s'est effondré. Donc elle a commencé à crier. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc les gens sont venus. Ils ont pris l'enfant. On demande à Clarisse, mais tu lui as donné quoi? Clarisse dit, mais je ne lui ai rien donné. C'est la tchéké que je suis en train de manger là, avec mon fils, qu'il est venu, je lui ai donné aussi. Sinon, je ne lui ai rien d'autre donné. C'est la tchéké que je lui ai donné. Donc les gens se demandent, ah non, 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 c'est pas normal. Hein? Qu'est-ce que tu as donné à l'enfant? Qu'est-ce que tu as donné? Elle dit, mais qu'est-ce que je peux donner à cet enfant? C'est même la tchéké que je suis en train de manger là. Voilà l'enfant qui s'est évanoui. Donc ils l'ont pris rapidement, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Arrivé là-bas, on dit non, 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 il faut qu'on l'évacue au CHU. Parce qu'il fallait qu'on lui mette les oxygènes parce qu'il s'étouffait. Il était dans le coma carrément. Donc, ils ont envoyé l'enfant à l'hôpital, ils l'ont mis au CHU, ils lui ont mis les choses, les appareils pour respirer, tout. L'enfant était dans le coma, il ne se réveillait pas.
Donc ça pleurait. La maman de petit garçon maintenant disait à sa voisine Antoinette, qui était la grande soeur de Clarisse, « Hé, Antoinette, qu'est-ce que ta petite soeur a donné à mon enfant? Antoinette, ta petite soeur veut tuer mon enfant. Antoinette, depuis nous sommes voisines, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Ou bien tu t'es associée avec ta soeur pour tuer mon enfant. » Antoinette dit, mais je vais tuer ton enfant, pourquoi? Hein? Ma petite soeur va quitter chez elle à Yopougon pour venir jusqu'ici, pour venir tuer ton enfant, pendant qu'elle-même a des enfants. Ah non, non, non. Le problème était devenu grave. Le problème était devenu grave. Ça parlait maintenant en parabole. Les gens, ils ont leur sorcellerie dans leurs mains. Ils ne savent pas où ils vont faire. Ça peut venir faire sur l'enfant des gens. Je vous assure, la panique. Clarisse dit, cette histoire-là, moi, je ne vais pas laisser. Clarisse dit, elle n'est pas rentrée chez elle. Pendant que le petit Moussa était dans le coma, elle dit qu'elle ne va pas rentrer chez elle. Elle dit qu'elle s'est déshabillée, elle est restée dans sa petite culotte. Elle est restée dans son soutien. Elle dit à Dieu, Seigneur, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais que je n'ai rien fait de mal à cet enfant. Et toi, si tu connais la vérité, Seigneur, fais éclater cette vérité-là pour que chacun voit. Je ne vais pas quitter cette cour-là tant que la vérité n'a pas éclaté. Seigneur, interviens. Elle dit, Clarisse dit, pendant 3 jours, pendant 3 nuits, elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu, elle ne s'est pas lavée. Elle ne fait que pleurer, prier, pleurer. Elle se promène dans la cour, dans sa petite culotte. Hein. Et les gens même pensaient qu'elle est devenue folle. Elle dit, je me promenais dans leur cour là. Une cour que j'avais l'habitude de partir rendre visite à ma grande soeur, me retourner dans l'ambiance là. Elle dit, j'étais dans ma petite culotte, en train de partir de porte en porte, prier, prier, prier. Et c'est là, la grande soeur Antoinette a dit à sa petite soeur que viens m'accompagner, on va aller dans un endroit là pour aller voir. Parce que cette histoire, il faut qu'on tire ça au clair. C'est là que Clarisse dit, elle a dit à sa grande soeur que grande soeur, si toi tu veux aller quelque part, il faut partir. Mais moi, je ne vais pas bouger de cette cour. Et j'ai crié à Dieu, j'attends la réponse de Dieu. Si toi tu vas aller quelque part, il faut partir. Mais moi je ne vais pas, je ne vais nulle part. Du moment j'ai confié mon problème à Dieu, Dieu va régler ce problème pour me donner. Clarisse dit, dans les pleurs, dans la prière, dans les pleurs, dans la prière, elle me dit, j'ai pleuré quand mes paupières sont enflées. Elle a pleuré, toutes ses paupières sont enflées. Elle dit, tant que Dieu ne répond pas à ses prières, elle ne va pas arrêter. Et donc, la grande sœur Antoinette maintenant qui est partie quelque part, voir quelqu'un. Et la personne qu'elle est partie voir, elle est partie consulter quelque part. Et c'est là, ils ont dit à la grande sœur Antoinette que le petit garçon là, que les sorciers de sa famille l'ont déjà mangé. Ils l'ont déjà mangé, mais ils cherchaient quelqu'un pour accuser. Il fallait qu'on dise non, c'est elle qui a fait ça à l'enfant, ou bien l'enfant est mort de temps. Mais, comme Dieu ne veut pas que ta soeur soit la coupable, puisqu'elle n'est pas coupable, donc, voilà les actions qu'il faut poser. Donc, le monsieur a montré à la grande soeur Antoinette les actions à poser, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà comment il faut faire, va faire ci, va faire ça. Cette histoire-là, ça va s'éclaircir. Et donc, la grande soeur Antoinette est quittée chez le monsieur, elle est venue. Les actions qu'on a dit, elle n'a qu'à poser, elle a posé tout. Mais pendant ce temps, Clarisse était toujours dans la prière. Elle était toujours dans le jeûne. Et donc, voilà, 3 jours après, l'enfant s'est réveillé. Quand l'enfant s'est réveillé, et c'est là qu'ils ont pris l'enfant maintenant pour faire les examens, pour faire la radio, pour faire les échographies. Et c'est la radio maintenant qui va montrer que l'enfant, bien qu'il soit vivant, au-dedans de lui, tout était pourri. Tout son dedans là était gâté. Son poumon était gâté, c'est-à-dire le petit garçon de 2 ans là, il avait un poumon d'un vieillard, c'est-à-dire un vieux fumeur.
C'est-à-dire quelqu'un qui a fumé pendant des années. Dernièrement, son poumon est là. C'est comme ça le poumon du bébé là était. Tout son poumon était gâté. Tout son poumon était gâté. C'est là les docteurs ont dit que cet enfant-là, Moussa même devait mourir il y a longtemps. Moussa devait mourir il y a longtemps parce que au stade auquel son poumon est là, il devait être mort il y a longtemps. Mais sinon, ce n'est pas la tchéké qu'on lui a donné pour manger qui l'a rendu malade, que Moussa même était déjà malade. Moussa était sur le point de mourir. Donc, il fallait que, vraiment, et c'est ce que celui qu'on allait consulter, tante Antoinette est partie consulter, a dit qu'il fallait qu'on trouve quelqu'un pour accuser. Et Clarisse est tombée au mauvais moment. Vous voyez? Clarisse est tombée au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc, c'est comme ça, Moussa s'est réveillé et ils ont libéré Moussa de l'hôpital. Moussa est rentré à la maison avec sa famille. Et quand Moussa est venu à la maison avec sa famille, maintenant, selon comment on appelle, le résultat des examens, le résultat des radios et autres là, c'est ce qui a blanchi le nom de Clarisse. C'est là la famille a su que, effectivement, ce n'est pas Clarisse qui était à la base de la maladie de Moussa. Donc, Clarisse était blanchie. C'est après ça, Clarisse, maintenant, a pris ses affaires. Elle est rentrée chez son mari à Yopougon. Et arrivée à Yopougon, c'est là une semaine après, sa grande sœur Antoinette l'a appelé pour lui dire que le petit Moussa est décédé. Vous voyez? Et la grande sœur Antoinette savait ce qui se passait. Hein? Les sorciers, ils avaient déjà mangé l'enfant. Ils avaient déjà mangé l'enfant. Donc la maman pleurait, ça pleurait ici. Mais la grande sœur Antoinette savait ce qui se passait. Donc elle n'était pas étonnée de la mort de l'enfant. Elle n'était pas étonnée de la mort de l'enfant. Donc voilà. Et vraiment, c'était là mon histoire. C'était là mon histoire. Et moi, la morale que je peux tirer dans cette histoire-là, moi, depuis que Clarisse m'a expliqué cette histoire-là, moi, je ne donne pas la nourriture comme ça aux enfants, hein. Oui, je ne donne pas la nourriture aux enfants comme ça, hein. Tant que ce n'est pas mon propre enfant, là. Moi, je ne donne pas la nourriture aux enfants, hein. Même si tu es en train de manger du pain, ou bien tu mets la banane braisée. Non, moi, je ne donne pas, hein. Je ne donne pas. Donc, vraiment, je fais très attention. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Les gens ont déjà attrapé leur truc là-bas, ils ont leur mouton, leur gibier, ou bien leur chèvre là-bas, ils ont attaché quelque part. Ils entendent le jour J pour tuer, puis toi, tu viens tomber au mauvais moment là. Donc, moi, je fais très attention. Donc, vraiment, c'était là mon histoire. Et comme ça aussi, il y a une autre soeur qui m'a raconté encore une histoire que elle était dans un baka. Elle était dans un baka avec sa fille. Et il y a une dame qui mangeait la banane braisée. Voilà, et sa fille qui était assise sur son pied regardait tellement la dame. La dame aussi a coupé un peu de banane qu'elle a donné à la petite pour manger. Alors que c'était la chair humaine. La banane, c'était la chair humaine. Elle a coupé pour donner à la petite a mangé. Vous voyez? Et c'est là, le ventre arrivé à le ventre de la petite a commencé à se ballonner. Ballonner. Ah, on ne comprend rien. Et c'est là, la soeur a dit qu'elle envoyait son enfant à l'église, ils ont commencé à prier. Et c'est là, on lui a dit non, que c'est la chair humaine qui est dans le ventre de son enfant comme ça. Et donc, quand ils ont prié, et la petite a été délivrée. Vous voyez? Donc, vraiment, moi, par rapport à tout ça là, moi, je fais très attention. Je fais très attention. Personne ne donne la nourriture à mon enfant. Moi aussi, je ne donne pas de nourriture à l'enfant de quelqu'un. Donc, c'est comme ça. Et vraiment, bon attendeur, salut. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. C'est l'histoire de ma mère. Ça s'est passé à Makoko, parce que nous sommes de Makoko généralement. Nous sommes de Makoko. Moi, je suis née à Minzik, mais nous sommes de Makoko. Boum, donc, ma mère, bon, c'est une personne, je peux dire quoi. Elle n'est pas tellement dans la tradition, elle n'est pas tellement, je peux dire, enracinée à ses racines, s'il faille le dire. Voilà, donc, c'est quelqu'un qui est né à Libreville, vécu à Libreville. C'est même pas, je peux dire par chance qu'elle a connu son village, et voilà. Donc, c'est un peu ça. Et au village là-bas,
ses ses grandes-mères, moi qui font mes arrière-grand-mères, c'était jumelles. La première est morte, ma mère n'était pas encore née, la deuxième, c'est la mère de sa mère. Donc elle a connu quand même, et moi j'ai aussi connu mon arrière-grand-mère là. C'est elle qui gardait le village avec son mari et tout et tout. Donc quand elle est morte, nous étions sur Libreville, nous n'avons pas assisté à sa mort, à ses funérailles quoi, à son enterrement, rien. Donc nous sommes rentrés sur Makoko peut-être un an ou 2 ans après sa mort. Vous savez, comme nous sommes partis sur Makoko en vacances, en même temps pour voir la famille et pour voir là où on avait enterré notre arrière-grand-mère et pour passer les vacances en un mot. Voilà, donc quand nous sommes arrivés, nous les enfants, je suis l'aîné de ma mère et à l'époque on était encore à 4. Nous les enfants, nous sommes arrivés, on est resté sur la capitale là-bas, à Makoko Centre, il fallait le dire. Nous sommes restés à Makoko Centre. Donc ma mère, elle est partie au village pour voir la tombe, en même temps voir aussi la famille du village là-bas. Quand elle est allée au village, elle est partie avec une de mes tantes qui était au village là-bas en brousse. Quand elle est partie en brousse, il y a, chez nous, on appelle ça les lames de brousse, les petits herbes qui blessent, qui grattent là. Ça, genre, quand ça te touche, ça te blesse. Les lames de brousse, on appelle ça les lames de brousse. Donc, quand elle est allée en brousse, elles sont allées chercher le poumon. Les lames de brousse l'ont blessé. Petite blessure, genre, ça, quand ça blesse, ça fait juste un peu mal, ça pique un peu. Boum, donc elle avait analysé et tout. Ils ont amené chercher le poumon. Elle a même dormi au village. Après, boum, le lendemain, elle est remontée sur Makoko Centre. Quand elle remonte sur Makoko Centre, elle voit là où la lame de brousse l'a blessé là. Le pied là, ça commençait à s'enfler. Elle s'est dit que peut-être c'est parce que la lame de brousse l'a blessée, ou bien parce qu'elle a trop marché, ou bien en tout cas, elle s'est dit que c'est pas un truc tellement grave, donc ça va passer, ça va passer. Un jour, le pied ne fait que s'enfler. 2 jours, le pied ne fait que s'enfler. 3e jour, l'eau ne fait que sortir du pied. L'eau sort, l'eau ne faisait que sortir. Ma mère peut être debout là. Là où elle a posé le pied, là où la lame de brousse l'a touché là. Tout ça là va être mouillé, comme si on avait versé un seau d'eau. Le pied tire, le pied fait mal, la mère ne dort pas la nuit. Elle pleure, le pied fait mal, le pied fait mal. C'est là où, puisque moi je suis l'aînée de ma mère, je suis sa première fille, donc du coup, c'est un peu ça. Elle a appelé ma grand-mère, ma grand-mère qui était en Mindic. Elle a appelé pour l'expliquer, ah maman, voilà ce qui s'est passé, moi je suis venue ici en brousse. Voilà, la lame de brousse m'a brûlé, m'a touché, le pied s'enfle, machin. Ma grand-mère aussi, elle aussi, déracinée, elle lui dit que faut essayer d'aller à l'hôpital, piquer l'antitétanos, je sais pas, parce que, en tout cas, essayer d'aller à l'hôpital, on va voir ce qui ne va pas, pourquoi ça fait ça et tout. Pour eux, c'est normal, c'est pas un truc de mystique, pour eux, c'est normal. Ma mère me prend, elle appelle aussi une de mes tantes qui était à Makoko avec nous. Donc, on propose, il y avait un hôpital chinois là-bas. Ils traitaient bien les histoires comme ça. Les histoires d'enflure et tout. Les handicaps, tout ça là. Donc, quand on part à l'hôpital, je t'assure que DMG, nous sommes dans la voiture. Ma mère était devant et moi j'étais à côté de ma mère assise derrière. DMG, comme nous avons vu l'hôpital, le portail de l'hôpital, le pied de ma mère s'est dégonflé. Le pied de ma mère a été tiré. Le pied de ma mère ne coulait plus. Le pied de ma mère s'est guéri instantanément quand on a vu l'hôpital. C'est ma mère dit arrête chauffeur. Elle tape ma tante qui est devant. Que oh, le pied est guéri. Le pied ça va, c'est guéri. Elle dit que ça ne vaut plus la peine qu'on parte. Ma tante a même essayé de dire que allons-y quand même, on va essayer de voir ce qui ne va pas et tout. Pourquoi ça enflé comme ça? Pourquoi ça fait mal comme ça? Ma mère dit que non, laisse, c'est à guérir, on va encore aller pour aller là-bas, c'est des dépenses et tout. Nous sommes venus en vacances, je n'ai même pas maintenant assez d'argent et tout. Voilà. Ma tante a dit que ok, il n'y a pas de problème, donc on retourne à la maison. Oh oui. Moi, j'ai vu le pied de ma mère était là, revenu à la normale. Quand nous sommes arrivés à la maison là, la nuit encore, le pied a repris sa forme habituelle, enflé.
l'eau qui sortait de partout. Ma mère, quand elle dort comme ça, là où elle a posé le pied sur le lit comme ça, là, c'est mouillé partout. Ma mère a dit non, ça c'est fort. En retournant à l'hôpital, le lendemain, elle a appelé ma tante que ça a recommencé. Le pied là coule encore, le pied là machin. Ma tante a dit que non. Donc allons-y encore à l'hôpital le lendemain. Le lendemain, ça a encore fait la même chose. Quand on a vu l'hôpital, arrivé au portail, le pied est revenu normal. Ma mère a dit que Barat, on va rentrer dans l'hôpital, le docteur nous dit ce qui ne va pas. Quand ils entrent, ils ont fait les consultations, tout. Le docteur a dit qu'il n'y a rien, le pied est normal, il n'y a rien. On a donné les bombes, on a donné les médicaments pour boire, rien. Le docteur a dit qu'il n'y a rien. Quand ma mère rentre encore le soir, le pied s'enfle encore. C'est là où elle appelle sa mère à musique, elle va dire que maman c'est fort, je ne comprends pas le pied là. Ma mère dit que essaie de retourner au village là-bas, tu expliques là-bas au village, à ta tante, tu expliques à tout le monde et tout. Donc ma mère, le lendemain, malgré son pied malade, elle part avec ma tante au village, elle elle explique. C'est là où ils sont allés chercher, je sais pas en tout cas, ce qu'ils ont fait là-bas. Je sais pas s'ils sont allés chez les praticiens où il y avait quelqu'un qui voyait et tout. Ce qui est sorti comme conclusion, c'est quoi? C'est que les esprits étaient fâchés. Les ancêtres de ma mère étaient fâchés parce que ma mère, elle ne vient pas. Elle est à l'écart, quoi. Elle est à l'écart, ils sont fâchés et tout. Donc, ils ont demandé à ma mère de faire des rites et tout pour apaiser ces esprits-là, pour leur demander pardon et pour parler avec eux, machin et tout. Ma mère a fait. Elle a fait, on l'a écrasé les choses et tout, on a frotté sur le pied, tout. Ma tante a dit que ça va guérir, remonte sur ma coco, les enfants sont là-bas sur et tout, remonte. Ma mère me dit que, moi je dormais avec ma mère, mais je dormais au sol. Ma mère me dit que la nuit, nous tous on dormait haut. Elle avait l'insomnie. Elle a senti le pied tiré. C'est là où elle a vu une colonie de papillons blancs autour, qui volaient autour de sa tête. Elle regarde à gauche, elle me dit que les papillons là sont rentrés à l'heure là, comment? Les papillons là volaient autour d'elle. Elle dit qu'elle avait 15 papillons comme ça là, ou 20 papillons. Ils étaient en rond, donc ils tournaient en rond, en cercle, au milieu de ça, au-dessus de sa tête. Elle regarde les papillons, elle dit Seigneur, ça c'est quoi encore? Là où les papillons là se détachent, ils partent en fil indien. Ils se posent sur tout le pied de ma mère. Ils se sont posés sur tout le pied de ma mère. Les papillons là, ils étaient dessus. Ils battaient les ailes sur le pied de ma mère, ils battaient les ailes. Ça, ma mère, au fur et à mesure, ils ont duré dessus sur son pied, donc le sommeil il a pris. Le lendemain, quand ma mère se réveille, le pied ne tirait plus, le pied ne faisait plus mal. Et c'était encore un peu enflé. Donc les jours après, le pied avait complètement guéri. L'eau ne coulait plus, ça ne tirait plus, ça s'était dégonflé. Donc la guérison là, c'était les papillons. Les papillons là, c'était ses ancêtres qui sont venus dire que on t'a pardonné ou on t'a guéri. Qu'est-ce que j'en sais? Quand les papillons sont posés là, ça a guéri son pied. Donc il n'y a que vous à donner la conclusion. Les papillons blancs, c'est sa guérison qui est venue le soir là. Ma mère m'a dit elle n'a jamais vu une chose comme ça là. Même nous on était choqués. Jusqu'à là on a peur d'aller au village. Moi perso j'ai peur d'aller au village, pardon. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Aussi, DMG, je voulais aussi parler de l'histoire des Agnis. C'est-à-dire que les Agnis, c'est un peuple qui sont d'origine ivoirienne, qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont un peu étranges. Quand je dis les Agnis sont un peu étranges, moi je suis Agni. Parce que chez nous, les Agnis, il y a des manières de fabriquer des génies chez nous qui fait en sorte que ces génies-là protègent la famille. Mais après, ça devient un bouquet mystère pour la famille et puis ces génies-là tuent la famille et finissent une famille complète. Tu peux trouver, il y a des familles Agnis qui n'existent plus à cause des génies qui ont été fabriqués. Comment ces personnes-là, comment ces Agnis-là fabriquent ces génies-là? Quand vous entendez les gens Ava, qui sont Ava, ceux-là ils sont Ava, ils vont dire que c'est les Agnis. C'est vrai, on dit que les Agnis sont Ava, mais bon, souvent, comme ils sont un peu habitués à rentrer dans ce genre
polémique là, on ne veut pas en parler parce que en fait les Agnis ne sont pas avares, c'est des gens qui sont un peu prudents, ils sont comme les Igbo au Nigeria. Ils ne dépensent pas leur argent n'importe comment. Donc c'est ce qui fait que les gens disent que les Agnis sont avares. Ils veulent savoir comment tu vas dépenser leur argent ou bien la source même ou qu'est-ce que tu veux faire avec leur argent. Donc maintenant, je viens maintenant à l'histoire. L'histoire, comment ça se passe? On peut dire que les Agnis peut dire, bon, une grande famille Agnis qui sont un peu... parce que la plupart des Agnis sont un peu aisés. Parce qu'ils sont beaucoup agriculteurs. Donc, ils sont beaucoup aisés. Et les gens, ils ont des ethnies qui travaillent pour eux. Comme, bon, par exemple, je ne veux pas fustiger au moins, parce que moi, ma maman est baoulée. Des ethnies. Souvent, il y a des baoulés qui travaillent pour eux. Souvent, des Burkinabés, souvent des lobbies, souvent, bon, des gens de l'Afrique de l'Ouest aussi qui travaillent dans les champs. Maintenant, comment ces Agnis-là fabriquent ces génies-là? Ces génies-là, ils fabriquent ça avec... vous connaissez des canaries? C'est-à-dire qu'il y a des canaries que les gens, ils payent les canaries, ils envoient à la maison. Ils prennent... il y a des feuilles qu'ils prennent. Et puis, il y a des branches des arbres. C'est pas n'importe quel arbre. Il y a une arbre un peu spécifique qui prennent ça avec des feuilles aussi spéciaux qu'ils prennent. Quand ils vont prendre ça, ils vont couper ça dans des branches, avec des branches. Branches, genre qui a comme 2 doigts. Ils prennent ça, ils mettent ça dans le canari et puis ils mettent aussi des feuilles là dedans. Maintenant, il faut qu'ils aient cheveux d'un albinos, ou bien un requin. C'est-à-dire que les enfants qui sont un peu roux, c'est-à-dire que les requins ou bien les albinos, ils prennent les cheveux. Ils prennent aussi cheveux aussi d'un noir, ils mettent ça dedans. Après d'avoir mis ça dans le canari, ils mettent encore, parce que c'est ce qui a été décomposé devant moi. Je ne sais pas s'il y a autre secret derrière, mais je ne sais pas. Donc ils prennent ça aussi. Ils vont aussi prendre les cheveux d'un noir, ils ajoutent. Ils prennent encore un poulet noir et un poulet blanc. Ils égorgent, ils introduisent le sang dedans. Ils mettent aussi la plume de poulet, un peu de plume de poulet dedans. Et puis, ils se débarrassent du poulet. Et c'est comme ça. Et ils mettent toujours le canari là dans la douche. Ils ont des incantations que moi je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Ils mettent ça dans le canari dans la douche des femmes. Parce que chez nous, les femmes ont les douches. Les douches des femmes, c'est comment? À cause des menstrues des femmes. Parce que chez nous, les Agnis, quand une femme a ses menstrues, même saluer un homme là, tu n'as pas le droit. Même saluer, dire bonjour, tu n'as pas le droit. Ça, c'était avant, quand on respectait la tradition. Même pour dire bonjour, c'est-à-dire que la nourriture de la maison, tu ne dois pas toucher. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la maison, même pour balayer, tu ne dois pas balayer. Parce que tu es dans tes menstrues. Donc, pour cela, les femmes ont les douches à part. Donc, ces gens de canaries là, on met ça dans la douche des femmes. Une fois que tu es dans la douche, ça est dans la douche des femmes, il y a une heure qu'on les avise. C'est-à-dire qu'on leur donne une heure. Ces canaries là, à partir de, soit on peut dire, à partir de minuit, ce canari là, il est en opération. C'est-à-dire qu'il commence à travailler. À partir de minuit, même si tu es membre de la maison, si minuit passe là, tu n'as plus le droit de rentrer dans la maison. Si tu rentres dans la maison, ce canari qui est là se transforme en un esprit et canari là t'attaque. Il peut te tuer parce que c'est comme si tu es considéré comme un étranger. Si tu veux rentrer dans la maison, il y a des incantations que tu dois réciter. Si tu ne récites pas, tu n'as pas le droit de rentrer dans la maison. Si tu récites canari là, c'est que tu es membre de la famille et puis tu rentres sans problème.
Mais les parents ne nous disent pas ça. Ils ne vont pas te dire le secret qui est dans ça. Et subitement, si le parent meurt, même le grand-père, ou bien le père, ou bien la grand-mère, ou bien l'arrière-grand-père, s'il meurt, ça veut dire qu'il y a un traître dans la famille. Donc ces mêmes canaris-là, ces mêmes fétiches-là, peut tuer toute la famille. C'est-à-dire qu'il peut finir de génération en génération. C'est-à-dire qu'il tue tout le monde. Parce que une fois que le temps arrive, par exemple, tu veux aller rendre visite à la famille, tu rentres, soit dans ton village, tu arrives là-bas à 22h. Tu dis, bon, attends, il y a voir des amis. Tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, ces pratiques-là. Maintenant, tu rentres dans la cour. Tu dis, bon, à 23h ou bien minuit, attends, je vais aller taper, c'est la porte, c'est chez nous. Et attends, je vais rentrer. Tu rentres, tu tapes la porte. Et l'esprit te prend. Ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça, il y a des familles, il y a des grandes familles Agni qui disparaissent. Et c'est comme ça, ce génie-là, lui, il a été fabriqué par la famille. C'est-à-dire que c'est la famille qui le fabrique. Et lui, il est là. J'ai oublié le nom même dans notre langue. Comment on l'appelle? Je vais essayer de me renseigner. Quand je vais trouver le nom, je vais vous le mettre. Et c'est comme ça, lui, il opère. Et quand il opère comme ça, s'il a tué jusqu'à il arrive à un niveau que il voit qu'il n'y a plus de sang qu'il doit boire. Parce qu'une fois qu'il a tué la première personne, il va tuer la seconde. Une fois qu'il commence à goûter le sang, c'est-à-dire qu'il a tué la première personne. C'est fini, il devient rusé, il devient dangereux pour la famille. Tu peux te lever le matin parce que canari qu'on dépose dans la douche là, si tu te lèves le matin, tu vas dans la douche, tu peux retrouver canari là. Tu vas trouver que le matin, tu vois que canari est là. Mais à partir de 22h, 23h, 24h, minuit, 1h du matin, tu rentres dans la douche, tu ne verras plus canari là. Tu ne sais pas où canari est parti. Et lui, maintenant, il se promène. Si tu es un nocturne, comme on peut appeler ça, les gens qui se promènent la nuit. Tu te promènes la nuit, tu as croisé quelque part, tu es une proie facile parce qu'il a déjà sucé le sang. Une fois qu'il a déjà touché le sang là, lui maintenant, il se promène. C'est-à-dire que souvent même, il ne garde plus la maison. Il quitte maintenant pour aller chercher ailleurs. Donc maintenant, la nuit, si tu l'as croisé, tu vas penser que tu vas voir une boule de feu. Une fois que si quelqu'un, par exemple, vient en Côte d'Ivoire, tu vas dans un de tes amis t'invite dans un village. Si tu viens dans le village que tu vois, je vous précise que c'est dans les villages Agni que tu peux trouver ce genre de trucs. Si tu viens dans un village Agni, que tu vois, quelque part tu vois un feu. Il ne faut pas penser que c'est hallucination, tu vois un feu. C'est-à-dire que tu peux voir un feu sorti, qui est en train de rouler par terre. Un coup, quand il sent que il sent odeur de sang, c'est-à-dire que dans l'entourage, il allume le feu et puis il s'éteint. Quand il éteint là, il devient bien dangereux parce qu'il est en train de vous guetter. Comment faire pour vous atteindre? Donc c'est comme ça, l'ami de mon papa, qui était dans le village, qui, lui, c'était un chasseur. Parce que lui connaît, c'est la pratique, lui connaît. Donc il a vu qu'il y a 2 familles qui ont été presque exterminées. Il restait au moins, ceux qui restaient, les gars n'arrivaient plus 5 personnes dans la famille parce que l'esprit qui a été créé dans la famille les a tous tués. Donc c'est comme ça, le génie maintenant a commencé à tuer maintenant les gens dehors. Parce que tu peux trouver quelqu'un le matin, tu vas trouver qu'il est couché, il est mort. Tout son sang est vidé de lui, c'est-à-dire qu'il n'a plus de sang. Ça veut dire qu'il a fait un accrochage avec ce génie artificiel, ce génie traditionnel, on peut dire que artificiel. Donc c'est comme ça, le monsieur, lui, comme il maîtrise, et puis c'est un homme qui connaît aussi la tradition. Après ça, il va vous raconter l'histoire où, parce que lui aussi c'est un forgeron.
c'est un chasseur et puis c'est un forgeron. Un jour, il était allé abattre un arbre dans le champ de ma grand-mère et je vais vous expliquer comment ça s'est passé parce qu'il a battu l'arbre pendant 3 jours. Donc ça, c'est autre histoire que je vais vous raconter. Que l'arbre aussi envoyait aussi, qui saignait le sang. Je vais aussi vous en parler de ça. Donc c'est comme ça, le monsieur venait. Quand il est arrivé vers les 4 heures du matin, il quittait dans le champ. Quand il est arrivé, il est quitté pardon, à la chasse, parce que c'est un chasseur de nuit. Quand il a vu Boule de Feu là, quand Boule de Feu a senti qu'il y avait un être humain, il s'est éteint. Et lui, il est tellement prêt et spirituellement il est prêt. Donc c'est comme ça, il s'est mis sur le côté. Il s'est mis sur le côté et il s'est accosté à une maison. Parce que une fois que tu es collé, il est collé à une maison. Donc le génie ne peut pas sauter sur lui parce qu'il ne sait pas, il est un peu dans l'ambigu. C'est-à-dire qu'il est un peu dans l'impasse. Donc il n'arrive pas à l'attaquer. Donc comment il fait? Le monsieur s'est collé à la maison. Il y avait un couloir. Donc le génie maintenant est rentré dans le couloir et il a allumé le feu. Quand il a allumé le feu, il a commencé à rouler pour venir. Parce que quand il roule pour venir, il a éteint le feu. Le monsieur maintenant s'est reculé derrière. Il a pris un gros bois. Pour les tuer, c'est tellement facile. Il a pris un gros bois. Quand le génie est sorti et il a vu qu'il était à la présence de la personne et il voulait jaillir. Et il a allumé le feu, un coup, il voulait jaillir. C'est comme ça le monsieur a pris le bois. Il a cassé. C'est comme ça il a cassé. C'est comme ça. Et quand tu vas les casser, s'il a tué 10 personnes, tu vas voir bras de 10 personnes. Dans Petit Canari, tu vas voir bras de 10 personnes. Tu peux voir bras de 3 personnes. Tu peux voir, ça dépend des gens qu'il a déjà tués. Tu peux voir aussi les yeux même des êtres humains dedans. Tu peux voir même les pieds. Ça dépend. Donc c'est comme ça, le monsieur a cassé. Quand il a cassé, le même jour-là, il a eu peur, il partait à la maison. Il a croisé un autre encore. Même jour-là, c'est-à-dire qu'il était confronté à 2 génies artificiels comme ça. Et c'est quand il est arrivé devant, il voulait rentrer dans sa maison, il a vu un autre encore en train de tourner derrière sa maison. Et c'est comme ça, il s'est mis, il y avait un arbre qu'on appelle acacia. Acacia, il y a des acacias qui donnent des fruits jaunes comme ça. Donc il s'est caché derrière l'acacia. Donc le génie maintenant a contourné. Parce que c'est un homme que eux ils guettent parce que il les dérange. Il les dérange. Lui aussi spirituellement il est un peu élevé. Parce que c'est un homme qui est un peu, il a le 2e sens. Donc c'est comme ça il s'est caché derrière l'acacia. Or l'acacia, c'est un arbre aussi qui a un pouvoir. Donc une fois que tu es collé à l'acacia, tu es confondu. C'est comme si l'esprit est départagé. Donc maintenant, l'esprit le génie ne sait pas où le monsieur était. Donc l'esprit a commencé à rouler pour venir sans le feu. Il a commencé à rouler pour venir. Arrivé vers l'acacia, il a arrêté, il tournait. Quand il a su qu'il y avait l'homme, il a allumé son feu. On ne sait pas comment le feu s'allume dans ce truc-là. Mais il y a un feu. Un feu même, vraiment, quand tu vois le feu, toi-même, tu es convaincu que c'est quelque chose d'étrange. Et c'est comme ça, quand il a allumé le feu, le monsieur a pris le fusil. Parce qu'il a voulu tirer sur le truc, le fusil ne claquait pas, c'est-à-dire que ça ne bougeait pas. Ça fait pas. Donc il était obligé d'attraper le fusil comme un bois et prendre derrière le fusil pour taper sur le canari. Et c'est comme ça qu'il a cassé. Et c'est comme ça le matin, quand on s'est levé, maintenant les gens se sont levés.
on a vu, tu vas voir pied de l'homme, tête de l'homme, c'est comme ça. Et c'est comme ça le roi maintenant a pris connaissance de tout ça là et il a envoyé les guerriers du royaume est venu pour constater les faits et puis bon, ils ont fait ce qu'il fallait faire parce qu'eux ils sont au courant de tous ces conneries là et c'est comme ça, ils ont fait la cérémonie et puis bon, tout ça là a disparu pour que les gens même enlèvent ça dans les têtes. Donc c'est comme ça, les choses se passent dans le pays Agni et c'est comme ça aussi font qu'il y a des familles qui perdent vraiment des chers, c'est-à-dire que des parents, ils ne savent pas d'où ça vient. Et ça vient de tous ces genres de pratiques que nous-mêmes là, on ne sait pas d'où la provenance de ce genre de trucs là, comment ça c'est venu ou bien comment ces pratiques-là ont commencé. Et bon, nous les ignorants qui se disons les civilisés, or ce genre de trucs là, c'est des pratiques ancestrales, on peut dire ça. Vous voyez, donc ça c'est l'histoire aussi qui se passe chez nous. Mais il y a beaucoup de choses encore que j'ai à dire. Je viendrai et je vais vous raconter encore des histoires. Prenez ces trois là et puis bon, on va continuer par la suite. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Commentez, likez, partagez. Salut, monsieur DMG. Aimez, partagez et likez. DMG, il y a quelque chose qui s'est passé au Nigeria ici, on peut dire, le samedi passé. Et je ne sais pas comment vous allez juger ça, ça fait un peu rire, mais c'est quelque chose de très sérieux. Là, on ne sait pas, si c'est histoire mystique, si c'est, comment on appelle ça, quelque chose qui est normal, ou quoi, vous allez juger ça vous-même. Il y avait un monsieur qui draguait une jeune fille. Ça fait au moins 1 an qu'il est derrière la jeune fille. La jeune fille dit qu'elle ne veut pas de lui. Mais la jeune fille ne sait pas que lui, il travaille à la morgue. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille à la morgue, qui lave les cadavres. Donc c'est comme ça, il drague la fille, souvent même il lui donne de l'argent, souvent il l'invite. Mais la fille refuse d'accepter sa proposition. Et lui-même, son intention c'est de la marier parce qu'il aimait bien la fille. Et c'est comme ça, un jour, une soirée là, le gars s'apprêtait à commencer son travail, comme il lave les cadavres. Soudainement, on envoie un cadavre qui est une jeune fille. Alors, il a dit, bon, ils n'ont qu'à déposer, lui, il va venir laver ça avant même qu'on ne met ça dans les morgues. Et le monsieur, venant voir soudainement, c'est apparu comme un rêve. Il voit c'est la même jeune fille qui draguait pendant 2 ans et qui l'invitait, elle bouffait son argent, mais elle n'acceptait pas sortir avec lui. Et c'est comme ça, le jeune garçon dit que bon, comme c'est comme ça, voilà, l'homme n'est rien. Aujourd'hui là, je t'ai retrouvé comme ça, ici, il n'y a pas de problème. Je prends ce qu'il voulait prendre depuis, ça fait des années et je te suis. Je prends ce qu'il voulait prendre. Quelque chose que tu faisais le malin avec. Maintenant aujourd'hui, te voilà ici. Lifeless. C'est-à-dire que tu n'as pas de vie, sans vie. Et c'est comme ça
le jeune homme, au lieu de prendre le cadavre pour aller laver le cadavre là pour pouvoir mettre ça dans la mort, il se déshabille et commence à faire l'amour au cadavre. Dans la procédure faisant l'amour au cadavre, la jeune fille surgit et elle se réveille. La fille fut réveillée. Quand la fille s'est réveillée, elle est sortie nue devant la mort. Elle commence à crier. Je suis en vie. Parce qu'elle dit que quand elle s'est levée, elle a vu tellement de cadavres aux alentours et elle voit le monsieur nu. La pénétrer. Et c'est comme ça. Elle a commencé à crier de joie, elle est sortie. Et c'est comme ça les autres personnes sont venues, l'ont donné quelque chose à apporter. Et c'est comme ça. Elle a apporté, elle allait dire à ses parents. Et voilà ce qui s'est passé. Et c'est ce monsieur-là qui m'a permis d'être en vie. Donc, comme lui, il était derrière moi, je vais tout faire pour que le monsieur soit mon mari. Comme il me voulait avant, et moi je ne voulais pas. Et Dieu merci qu'il m'a sauvé la vie. Pour ça, en guise de récompense, comme il a fait ça, pour le récompenser, je vais accepter qu'il me marie. Et les parents aussi ont accepté, disent que bon, comme c'est comme ça, le monsieur t'a sauvé la vie. Il n'est qu'à venir te marier sans payer quelque chose. C'est-à-dire qu'il vient, il te prend. Nous, il n'a pas besoin de venir demander ta main au mariage. Nous, on accepte déjà qu'il soit ton mari. Donc, il n'est qu'à venir te marier sans payer quelque chose. Nous-mêmes, on va l'aider à organiser le mariage. Donc, voilà comment le monsieur, maintenant on vient le voir, femme que tu voulais avant, ce que tu vas sortir avec son cadavre. Dieu merci, la personne est réveillée. Pour marier le monsieur, il est fâché. Il dit que pourquoi il veut lui donner quelqu'un qui est déjà mort. Il dit mais est-ce que c'est quelqu'un ils n'ont pas enterré? Quand l'homme tombe malade là, l'homme guérit. Mais lui, elle, peut-être qu'elle était dans le coma ou bien on ne sait pas. Mais ils n'ont pas pu diagnostiquer exactement, comme les docteurs ici sont bizarres, ils n'ont pas pu diagnostiquer quelque chose de choses. Et la femme, peut-être qu'elle s'est évanouie, peut-être qu'elle aussi, elle était dans le coma, elle a perdu connaissance. Et ils l'ont pris, ils voulaient aller l'enterrer comme ça. Et Dieu merci que cela est arrivé. Tout est la volonté de Dieu. Le monsieur dit, il ne peut pas marier quelqu'un qui est déjà mort. On dit la fille n'est pas morte. C'est pas devant toi, c'est réveillé. C'est quelqu'un qu'ils ont enterré. Ils l'ont pas enterré. Toi-même, tu allais sortir quelqu'un qui est déjà mort. Et on te donne l'opportunité, la personne est réveillée maintenant de marier. Tu te joues au Dieu, tu ne veux pas te marier. Donc, ça, voilà le problème. Si c'est vous, quelle est la moralité? Puis, qu'est-ce que vous allez faire? Si le jeune homme est votre parent et si aussi la fille est votre parent, quelle serait la décision que vous allez prendre? Ça, c'est quelque chose qui est en cours présentement au Nigeria. Donc, ils ont même envoyé le problème sur les réseaux sociaux. Donc, c'était à huis clos. Maintenant, c'est devenu populaire. Tout le monde est au courant. Donc, c'est ça. Si c'est vous, maintenant, quelle serait la réaction que vous aurez? Ça, on peut pas, je ne sais pas comment on peut appeler ça. On peut appeler ce problème-là. Donc, ça veut dire que toi, tu travailles là-bas, tu as l'habitude de sortir les cadavres. Si c'est comme ça, ça veut dire que toi, tu es un habitué des cadavres. Donc, comme tu es habitué aux cadavres,
l'homme qui est en vie ne veut pas marier. Donc, ça, c'est l'histoire qui se passe présentement au Nigeria ici, qui est là. Donc, je ne sais pas quelle est la moralité que chacun va donner, ou bien quelle est la décision que chacun doit dans les commentaires pour savoir quelle est la décision que si ce jeune homme est votre parent, vous allez prendre. Merci. Partagez, aimez, likez et invitez vos amis. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Bonjour, bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour DMG. Ce matin, j'ai une histoire. C'était dans mon enfance. Je me souviens bien, j'avais entre 7 et 8 ans. Et donc, il y avait ma tante qui était décédée. Et cette tante-là, elle était vraiment comme une mère pour moi. En tout cas, j'étais tout le temps avec elle. Elle m'aimait bien. J'étais tout le temps avec elle. Elle faisait même, elle avait un bar. Et elle faisait la restauration, elle vendait la nourriture, tout ça. Donc, le jour que je ne vais pas à l'école, je vais là-bas pour laver les assiettes, pour l'aider, tout et tout. Donc, pour cela, mais elle m'aimait bien parce que j'aimais travailler. J'aimais travailler. Quand j'ai un bout de temps, je vais là-bas. En tout cas, je lave les assiettes, je fais tout, je balaye. Donc, elle aimait ça bien. Donc, cela faisait qu'elle me faisait souvent des petits cadeaux, tout et tout. C'était la petite soeur de mon papa. Et cette tante-là, elle est tombée malade et puis elle est décédée. Quand elle est décédée, bon, on était obligé de céder le bar. Hein. On a libéré le bar qu'elle avait, puisqu'elle louait le coin, tout ça. Bon, on a ramassé ses affaires pour envoyer à la maison. C'est les choses, comment on appelle, les engins. Vous savez, avant, il y avait, comment on appelle, les disques ronds là. Dans les années 80, 85, les disques ronds là, souvent il n'y avait pas les CD, ni les clés USB, tout ça. C'était les disques ronds là. Voilà, on prenait pour faire la musique, tout ça là. Et donc, dans notre chambre, les appareils de la tante qu'ils ont pris, il y avait une grande table dans notre chambre. Et sur cette table-là, on déposait nos cahiers de l'école, nos livres, tout ça. Mais quand ils ont pris les appareils là pour venir, on a fait de la place pour pouvoir déposer les appareils de la tante là-bas. Et à un moment donné, quand je dors la nuit, j'ai l'impression que il y a la musique dans notre chambre. Et bizarrement, j'étais la seule à entendre cette musique-là. J'étais la seule à entendre cette musique. Il y avait la musique dans la chambre. Et la musique était en fond sonore. Donc, souvent, j'ai dit, mais il y a la musique. Est-ce que vous entendez la musique? Ma petite soeur qui dormait, ils n'entendent pas la musique. Bon, souvent, puisque la table était juste à côté de la fenêtre, je m'arrête à la fenêtre là, je mets l'oreille vers le dehors là, mais je sens que la musique est tout juste à côté de moi. Quand j'amène l'oreille vers où les appareils se trouvent, je sens la musique en fond sonore, très petit. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Pourtant les appareils, en ce moment, il n'y avait même pas il y avait pas le courant chez nous. C'était la lampe qui était là. Bon. On ne peut pas dire, peut-être les appareils sont branchés. C'est pas branché au courant. Mais il y avait la musique à fond sonore. Et comme ça, le jour j'ai dit à mes parents que les appareils qui sont sur la table là, ils font la musique la nuit. Mais la musique était très douce. Que j'entendais la musique dans les appareils.
Les gens disent que je suis une menteuse. Que je suis une menteuse, que je mens. Et je suis la seule à entendre la musique. Bon, je ne sais pas si la tante voulait me dire quelque chose ou bien voulait me parler, je ne sais pas. Et j'étais la seule à entendre la musique. Au milieu de la nuit, pendant qu'on dort, la musique passe. La musique passe. Je ne sais pas. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça là? Et j'explique à mes parents, personne ne veut me croire. Et donc, ça fait que j'ai commencé à avoir peur. Je ne dormais plus dans la chambre. Comme mes grands frères, eux, dormaient au salon là. Donc, le soir, je prends mon gros drap et je sors me coucher auprès de mes frères dans le salon. Jusqu'à ce que ce phénomène-là passe. Maintenant, un autre jour, bien longtemps encore, on était là et il pleuvait. Il pleuvait, on était tous assis au salon et il y a mon petit frère qui m'a insulté. Il a insulté ma maman. Et la femme qui était avec notre papa, c'était pas notre mère. C'était pas notre maman. Mais nous, on l'appelait maman quand même. Et donc, comme ça, quand mon petit frère, c'est le fils de ma marate là, m'a insulté, il a insulté ma mère. Et me voilà, moi qui cours, je vais vers notre maman. Ah, maman, regarde, je vais appeler mon petit frère là, Jean. Et regarde comment Jean m'a insulté. Jean m'insulte, il me dit, il a insulté ma maman. Et la maman, elle me refoule, elle me dit, quitte-la. Si on a insulté ta maman, ça fait quoi? Hein? Et puis tu viens m'embrouiller pour ça. Allez, dégage de ma vue. Et donc j'ai eu tellement mal, j'ai commencé à pleurer. Et je suis sortie pour me mettre juste sur la terrasse dehors, pendant qu'il pleuvait. Donc je pleurais. J'avais mal, parce qu'on a insulté ma mère. Donc je pleurais. Et du coup, je vois une dame, vraiment qui était mal habillée. Une dame qui avait porté des haillons. Elle avait les cheveux défaits comme ça. Hein? Elle avait les cheveux défaits. Vous voyez, il pleut dans les cheveux là, ces défaits là. Elle attachait un pagne juste un pagne bien court qui lui arrivait au genou avec une camisole qui n'était même pas propre. Et puis, sous la pluie, elle me faisait des signes. Elle me dit de venir. Je la regarde. Et du coup, j'ai arrêté de pleurer, puis je la regarde. Et tout d'un coup, mes cheveux se sont dressés. Les poils de mon corps se sont dressés. J'ai commencé à avoir la chair de poule. Là où j'étais arrêtée, tout est devenu glacé sur moi. Je la regardais seulement, je ne pleurais plus. Je la regardais, elle me faisait signe. Les signes de la main, elle me dit de venir vers elle. Je la regardais jusqu'à l'état dans lequel je me trouvais. Où j'ai eu froid, j'ai eu la chair de poule là. J'étais là, je la regardais, bloquée là, je la regardais. Et puis elle me souriait, elle me fait signe pour venir vers elle. Je la regardais jusqu'à... Tout d'un coup, c'est comme si on m'avait poussé et je me suis dégagée de là. Et puis j'ai couru, je suis rentrée dans la maison. Et là, je n'ai pas pu dire à quelqu'un. Parce que bon, quand je dis que j'entends les appareils de la tante chanter dans la chambre, personne ne me croit. Mais si du coup encore je dis encore que j'ai vu une dame sous la pluie qui me faisait des signes de la main, bon peut-être ils ne vont pas me croire, bien ils vont se moquer de moi encore. Donc je n'ai rien dit, j'ai gardé ça pour moi seule. Mais il faut dire que dans ce quartier-là, là où on habitait, on était non loin d'un bas-fond. Et c'est pas dans d'autres pays comme on appelle les bas-fonds, là où on cultive le riz là, où on fait le riz, voilà, on cultive le riz, voilà, un truc comme ça. On était non loin du bas-fond. Et dans ce bas-fond-là, souvent, la femme de notre papa, elle aimait sortir la nuit. Elle dit quand elle sort la nuit comme ça, elle voit le feu dans le bas-fond. Comme si on avait allumé le feu là-bas. Vous voyez, comme si on avait allumé le feu dans le bas-fond. Et chaque fois, elle disait ça. Et elle dit que souvent, quand elle sort, elle voit un cheval blanc qui est en train de galoper. Donc, chaque fois, elle disait ça. Bon, quand j'ai vu cette dame-là, je me suis dit, mais est-ce que c'est que la maman la voit chaque nuit là qui s'est présentée à moi physiquement. Donc
En tout cas, j'ai eu la force de me dégager. J'ai fui et suis rentrée dans la maison. Donc, je ne sais pas. Souvent, jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce qu'elle avait l'intention de me faire? Ou bien, si elle voulait me faire du mal, ou bien si je la suivais, peut-être elle m'envoyait dans son monde, je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question. Donc, c'était là mon histoire. Et dans les commentaires, si jamais mon histoire a été publiée, si quelqu'un peut me répondre, en tout cas, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Deuxième histoire, bon, comment je suis arrivée à Makoko, en fait, arrivée à Makoko, comme j'ai dit, j'avais peur à cause du voyage et tout. Et après, j'ai aussi vécu un phénomène tellement mystérieux et tout. C'est-à-dire que là-bas, quand je suis arrivée, j'ai vu mon père, c'était tranquille, cool, quoi. Bah, donc, je me baladais un peu avec mon père en partant dans des réunions, puisque c'est un Camerounais et tout. Voilà. On partait, je suis gabonaise, camerounaise. Bref. On partait dans les réunions et tout. Et lui, c'est le président de... Je ne sais pas si c'est le notable, le président des Camerounais à Makoko là-bas. C'est lui qui représente les Camerounais là-bas. Donc, je peux dire que c'est le président des Camerounais là-bas à Makoko. Donc, il partait avec moi dans tous les endroits, genre, voilà, dans les cérémonies, les réunions, les trucs comme ça, voilà, parce que je suis l'enfant illégitime, je suis la seule qui est illégitime. Je suis la seule qui l'a fait dehors. Donc, il avait le goût de me présenter à certains de ses frères notables, tout ça et tout. Et la communauté camerounaise là-bas à Makoko. Bref, c'est là où, quand mon père n'était pas là, chaque fois, il y avait toujours 2 vieux qui venaient à la maison. Ils faisaient semblant, et c'était des Gabonais. Bon, ce sont des Gabonais. Ils faisaient toujours semblant de demander mon père. Genre, ils font semblant que ton père est là. Je dis non, mon père n'est pas là. Après, ils commencent à me faire la cour. J'ai averti une fois au papa là. J'ai averti une fois que, moi je suis venue ici là. Je suis très respectueuse. Tu es un père de famille. Moi, je suis une enfant. Tu me fais la cour. Déjà, je suis la fille de ton ami, soi-disant amie. Tu me fais la cour. Et tu connais mon père est tellement méchant. Le jour que je vais encore te voir venir ici, me faire la cour, je vais dire ça à mon père et ça va tourner au vinaigre. Le papa a dit ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, chaque soir quand je dormais, j'avais les couches de nuit. Chaque fois quand je dormais, j'avais un mari de nuit qui venait. À chaque fois. Première fois, le mari de nuit il a pris le visage de mon petit ami. Et j'étais en manque. Quand j'étais là-bas, j'étais en manque aussi. Donc du coup, la première fois, j'ai eu des couches de nuit. J'ai fait tranquillement avec le mari de nuit là. La deuxième fois, il a pris le visage de mon ex que j'aimais beaucoup. J'ai encore eu des couches de nuit. La troisième fois maintenant, j'ai dit non, là c'est trop. C'est devenu quoi récurrent. Moi au début, je me disais que c'est parce que je suis en manque que je fais des rêves comme ça et tout. Parce que mon partenaire me manque, peut-être à cause de ça. Mais après, j'ai commencé à tiquer. Vu la deuxième fois, mon ex, il prend le visage de mon ex. Je dis mon ex ne me manque pas. Certes, je l'ai aimé, mais il ne me manque pas. À ce point que je vais commencer à rêver que machin, lui et moi, on a des bails dans le rêve. Donc, c'est là où. Et j'avais des sikidas. Les bayas. Bon, en Côte d'Ivoire, on appelle ça les bayas. Non, nous, on appelle ça les sikidas ici au Gabon. Sikidas, j'avais peut-être 12 sur mes reins. Parce que moi, quand je mettais les sikidas, je mettais tellement beaucoup pour que ça se voie. Et parce que j'aimais aussi danser. Je faisais des vidéos et tout, donc dans mon téléphone, j'aimais quand je danse, les sikidas bougent, genre, vous voyez un peu le genre, quoi. Donc j'avais 12 sikidas sur les reins, et j'avais 3 sikidas qui avaient les coris dessus, les coris là. Et j'avais peut-être 5 qui s'allumaient la nuit, genre quand tu es dans le noir, ça s'allume. Et les 4 autres là, c'était normal quoi, genre simple et tout. Donc j'ai commencé à avoir les couches de nuit. Et nous, là-bas particulièrement, chez mon père là-bas, il y avait ma grand-mère, la mère de la femme de mon père. Chaque 5 heures, on se réveillait toujours pour prier. Et ma chambre et sa chambre, c'était... C'est-à-dire que pour rentrer dans ma chambre, il fallait que je passe par sa chambre pour rentrer dans ma chambre. Je n'ai jamais parlé des couches de nuit, je n'ai jamais parlé de mari de nuit, je n'ai jamais parlé que j'avais des sikidas au rein. Elle n'a même presque jamais vu ça.
Donc, elle priait beaucoup. Elle prie beaucoup. Bon, elle prie beaucoup. Donc, chaque 5 heures, c'est elle qui nous réveille, tout le monde, père et moi. Parce que sa femme et ses enfants, ils sont au Cameroun. Elle me réveille, mon père et moi, pour prier à chaque 5 heures. C'est là où un jour maintenant, lors de la prière, on a terminé la prière, boum. Mon père, il allait à ses occupations, on était deux à la maison. Elle s'apprêtait maintenant pour aller au marché. C'est là où elle m'a appelé, elle m'a fait asseoir, elle m'a dit, tu as quoi sur tes reins? J'ai dit que j'ai quoi sur mes reins, comment? J'ai voulu genre dire que je n'ai rien sur mes reins. Elle dit, j'ai fait un rêve que tu avais des serpents sur les reins. J'ai dit que j'ai des serpents sur les reins, comment? J'ai des cicadas sur les reins. Elle me dit, faut m'enlever, c'est tellement dangereux. C'est pourquoi tu ne rêves pas que tu as des maris de nuit. Je lui dis que oui, je rêve que j'ai des maris de nuit. J'ai rêvé ça 2 fois, 3 fois. Elle me dit, c'est dû à ça. C'est dû au cicadas que tu as sur les reins. Enlève-moi ça. Elle m'a donné un verset. J'ai même oublié le verset là. Que Dieu me pardonne. J'ai oublié le verset. Elle m'a donné un verset dans la Bible pour lire. Elle est rentrée dans sa chambre. Elle a pris l'huile d'onction. Elle m'a donné. Elle a dit que quand je pars au marché là, quand je reviens, je veux plus te revoir avec le Tikida là sur le terrain. Je ne veux plus te voir avec. Même ce qu'elle est courue là, c'est ce qui est même tellement dangereux. Je ne veux plus te voir avec. Tu prends tes cigares, tu enlèves ça, tu coupes ça. Tu pars dehors au milieu de la cour. Tu me coupes ça. Tu prends l'essence, tu prends les allumettes, tu lis d'abord le verset, tu brûles ça, tu verses l'huile d'onction, après tu frottes sur tes reins, tu m'enlèves ça et tu fais ta prière, tu demandes pardon à Dieu, tu fais ta prière, tu parles en tout cas. Je peux te revoir avec ça quand je reviens du marché. Chose faite, chose dite, chose faite. Boum, le soir quand elle est revenue, elle a vérifié, j'avais enlevé, j'ai boulé, j'ai même fait une vidéo dans mon ancien téléphone, j'ai même plus ça. Là où je boulais, je priais et tout. Je t'assure que DMG, quand j'ai fait ça, j'ai dormi. Tout le long des vacances, là, j'ai dormi paisiblement. Je n'avais plus l'histoire des couches de nuit, je ne faisais même plus des cauchemars, je ne faisais même plus de machin. C'est là où je me suis rappelé que on dit généralement que les sikidas, normalement, non. Pour que le sorcier t'atteigne, c'est-à-dire que faudrait que quand tu portes ça, c'est-à-dire que une fois que tu as porté ça et que le sorcier a vu ça à travers, pas à travers ton habit, même il a seulement même vu une perle du Sigida là, il peut posséder ça. Parce que parfois moi je mettais les jeans, tu sais que quand tu mets le jean, parfois il y a certains qui peuvent sortir. C'est sûr que soit les papas là, les 2 papas là qui me faisaient la cour là, qui sont passés à travers ça, ou je sais pas, mais franchement, c'était vraiment étrange. C'était vraiment étrange. Donc, c'était ma petite histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimais la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout priez avant de dormir.